Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir d'être là. Quel plaisir de revoir autant de monde dans une salle déjà. Ouais. C'est génial, surtout que, bon bah voilà, on est très stressé, le film sort dans... Ah non, il est déjà... Alors juste avant de commencer, si vous le permettez, on a une toute petite surprise pour vous. Toute petite, mais pas si petite que ça en vérité. Une belle surprise. Une belle surprise. Il y a un des comédiens du film qui est là et qui voulait vous dire un tout petit coucou parce qu'il habite à Marseille. Je vous présente comme Michel Drucker. Vous savez, je dis pas qui c'est, comme ça tout le monde pense. Vous savez, il faisait ça, Michel Drucker. Il disait c'est une grande chanteuse, elle a vendu des millions d'albums. Alors voilà, ils disent mais c'est qui? Non, je vous demande quand même d'applaudir parce qu'il est là et c'est notre ami très cher. Et il vient vous faire un petit coucou, c'est Alban Ivanov. Alban! Et il est venu avec ses flûtes. Bonsoir messieurs, dames. Ah, c'est vrai, mon balance, c'est vrai que j'habite à Marseille depuis 4 ans, mais il ne faut pas le dire, parce que j'ai pas envie d'être cambriolé. En tout cas, c'est un plaisir de voir que 6 ans après, vous êtes encore là dans des salles pour ce film. Nous, on vieillit, mais le film ne vieillit pas et ça fait plaisir. Donc merci à tous d'être là. Et merci moi aussi d'être là. Voilà. C'était la petite surprise marseillaise. On va le libérer parce qu'il ne va pas rester avec nous trop longtemps parce qu'il doit retourner boire des coups. C'est vous les professionnels. Hein. Voilà. Mais c'était un plaisir de partager ce retour avec cet acteur magnifique qu'on adore et j'espère qu'on va vite retrouver. Avec plaisir. Allez. Alors vous allez pouvoir poser vos questions. C'est pas mal comme surprise, non? Ah oui, c'est cool, après le film. Et on a aussi Gilles maintenant... Lelouch. Ouais. Non, par contre, on a vraiment des feuilletés après. Avant de recueillir vos questions, festival de musique de film, parlons musique, et c'est toujours particulier de parler musique avec des réalisateurs, des cinéastes. Le scénario, le récit, la lumière, évidemment, le jeu des acteurs, c'est votre domaine. La musique, à quel moment elle intervient dans votre processus? À quel moment vous y pensez? Est-ce que vous écrivez votre scénario en musique? C'est la musique... Elle a tellement une place qui est primordiale dans notre processus à tous les deux de création qu'elle intervient à tous les niveaux. À l'écriture, évidemment, on écrit en musique tout le temps. On était dans le train tout à l'heure, on était tous les deux avec nos casques. Elle insuffle des scènes, elle insuffle des émotions. Et on essaye de trouver à chaque fois la musique qui va le mieux au film. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas appel à des compositeurs de musique de film, mais avec des compositeurs de musique. On écoute leur musique et leur musique colle déjà pour nous au scénario. Et si ça passe le temps, on essaye ensuite de combiner tout ça jusqu'au bout, jusqu'à la post-production du film, comme on l'a fait avec Avishai Cohen pour ce film. La comédie, c'est le rythme, et j'ai l'impression que la musique contribue vraiment aussi au rythme de vos films. Il y a toujours un très très bon rythme. Est-ce que vous montez sur la musique? Est-ce que la musique va déterminer le rythme de vos séquences? Alors, dans le film que vous venez de revoir, j'imagine pour certains, ou de voir, hein, peut-être que vous ne l'aviez pas vu. D'ailleurs, j'aimerais savoir qui est-ce qui l'a vu pour la première fois, personne? Première fois, vous l'avez tous revu? J'ai très mal formulé ma question, je m'en rends compte. Qui le revoyait ce soir? Il a reformulé mal la question. D'accord, donc vous êtes super, c'est sympa. Je sais pas, je vais faire un cours de reformulation des questions. Qui l'a vu pour la première fois? C'est nouveau. Bon, génial. Écoutez, ça, on aura une explication avec vous après, quand même. Qui l'a vu pour la 3e fois? Non, dans le... Ah, ça, alors là, on aura une réunion avec vous. Plutôt. Autant que nous, vous l'avez vu autant que nous. Non, pour ce film particulièrement, il y a eu une espèce de correspondance, de match comme ça, parce que on avait besoin de quelque chose de très rythmé. On voulait que cette soirée, elle soit, qu'il y ait un rythme qui s'accélère, que ça soit un peu fou, jusqu'à avoir imaginé. Il faut voir quand même nos cerveaux malades pour imaginer un gars partir comme ça en l'air, complètement lâché par les amoureux dans les airs. Et donc, on avait une musique qui nous accompagnait et qui était vraiment le jazz que faisait Avishai Cohen, le trio de jazz. Il y avait plein de trios de jazz qui nous intéressaient, mais celui-là, il nous intéressait parce qu'il était formulé par un
un mélange avec des instruments qui étaient exogènes au jazz, comme la darbuka, le oud, des nouveaux instruments qui se mélangeaient au jazz. Et c'est exactement comme ça qu'on a modelé le film. On a pris des acteurs et on s'est dit on va mélanger des acteurs qui ne sont pas de la même famille de cinéma. Et c'est vrai que Jean-Paul Rouve, vous le connaissez maintenant par Les Tuches et par plein d'autres films, mais il se mélange moins avec Alban qui venait aussi du Jamel Comedy Club, mais avec Suzanne Clément qui avait joué dans Mommy de Xavier Dolan, et puis mélangé avec William Lebguil, avec il y avait Vincent McCain, et donc vous voyez plein de mélanges, et donc c'est vraiment comme une sorte de jazz où chacun a son instrument, et où on faisait sonner et mélanger, parfois même en impro, d'où aussi on faisait des impros. Il y a eu quelques impros dans le film. Et voilà, peut-être vous poserez des questions et on vous révélera les moments comme ça. Mais c'est vrai qu'à cet endroit-là et à ce moment-là, c'est-à-dire le sens de la fête, c'est un grand moment de rencontre entre le jazz et ce film et ce scénario. Avishai Cohen, vous avez puisé dans ses albums, mais il a aussi composé quelque chose pour le film. Comment ça s'est présenté? C'est-à-dire qu'ensuite vous avez dit « Oh, il manque quelque chose » et vous lui avez demandé. Et surtout qu'il est contrebassiste et sa musique, c'est de la percussion. Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'il est même célèbre pour ses temps. Il fait des musiques avec des temps impossibles. D'ailleurs, Eleven Wives, la musique de fin du mariage, Eleven Wives, c'est 11 temps en fait. C'est très difficile c'est très difficile à tenir en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on fait comme d'habitude, on écrit avec la musique d'Avishai Cohen, et ensuite, avant de passer au tournage, on provoque une rencontre avec lui, en lui expliquant ce qu'on a envie de faire. Ensuite, on lui dit qu'on va essayer de coller sa musique sur le montage, et ensuite, on va les réenregistrer, parce qu'évidemment, il y a un équilibre à trouver, il y a un voyage à faire. Nous, on fait un voyage vers lui, et lui, il fait un voyage vers nous. Et donc, ça se rencontre au montage et on réenregistre avec lui. Et c'est des moments toujours assez fascinants. Et il a composé aussi pas mal de petites virgules sonores pour le film. Évidemment, il y a des fois où on remonte en fonction de la musique. C'est le cas d'un des... Il y a un moment où... C'est un morceau qui s'appelle « Nounou » dans le film. C'est d'ailleurs le moment où vous voyez le marié qui s'entraîne à faire le... Vous voyez, quand il se met comme ça, là, voilà. Au début, ceux qui l'ont vu pour la 3e fois savaient déjà qu'il répétait ça. C'est ça l'avantage de voir 3 fois le film pour ceux qui l'ont vu pour la première fois. On va vous le renvoyer maintenant pour les autres qui l'ont vu une fois. Mais c'est vrai que là, par exemple, tout ce morceau-là, c'est la musique qui guidait. Et c'est les temps et les moments de percussion où on change au montage les images pour pouvoir rester en rythme avec la musique. Et on trouvait que la contrebasse, c'est un son qui allait bien au personnage de Jean-Pierre Bacry. On trouvait que ça allait bien à cette soirée-là, à ce rythme-là, à ce son un peu comme ça, un peu dense, un peu rentré. Et on est parti comme ça. On est parti avec ça en tête et ce rythme-là en tête. Et pour les percussions dans la cuisine, là, on a l'impression que c'est improvisé sur les images. Mais c'est pas improvisé, non. On aurait voulu la jouer comme Ascenseur pour l'échafaud, Miles Davis, mais non, c'est assez travaillé parce que nous, à la différence de Ascenseur pour l'échafaud, on a une promesse à tenir, c'est-à-dire que dans une comédie comme celle-là, il faut que ça rie à intervalles très réguliers. D'ailleurs, on fait des projections test, et quand il y a des vannes qui ne marchent pas, ou quand vous, public, vous ne riez pas, ça crée des grosses discussions entre ce jeune homme et moi, et parce que des fois, on s'est affronté au montage, on a dit, mais là, c'est drôle. Et en fait, à un moment, ce qui est drôle, c'est subjectif, et à un moment, il y a ce qu'on appelle un rire de salle. Donc on fait des tests, et quand il n'y en a pas, on ne veut pas qu'il y ait de moments trop longs sans rire de salle, donc ça nous arrive de couper des choses, et donc la comédie ne peut pas vraiment s'improviser, parce qu'elle a un rythme calculé où il faut vraiment se marrer, on espère régulièrement. On a ce vœu, dès l'écriture, on se dit, est-ce que ça va faire rire les gens? Et ce qui est génial avec la comédie, c'est que nous, on peut passer un temps immense, d'ailleurs ce soir, si on n'avait pas mangé autant, on serait venu pour écouter les rires de salle, parce que c'est notre plus grand plaisir. C'est comme une espèce de réponse à l'écriture concrète, comme si on se retrouvait encore à l'époque où on écrivait le scénario. Et chaque fois qu'il y a un rire commun, bah c'est magnifique. Et puis en plus, il y a quelque chose qui nous plaît énormément, c'est justement dans la salle de cinéma, c'est quand les rires se mélangent. Voilà, quand le public mélange ses rires. Comme en ce moment, on mélange plus grand-chose et que tout le monde est un peu individuel, ça reste un endroit magique où les choses, voilà, c'est de façon un peu poétique, de mélanger les rires. Mais vous pouvez pleurer aussi en même temps, ça nous plaît aussi. Les pleurs se mélangent. Bah, je vais d'ailleurs partager aussi mon micro, j'aurai sûrement d'autres questions tout à l'heure, mais allez-y, je pense que vous êtes impatient. Oui.
Oui, merci pour ce film magnifique. Tout est ciselé en fait et on a tous apprécié ou réapprécié pour ceux qui l'ont vu 2 ou 3 fois les détails et la finesse entre toute la partie écrite évidemment, la partie les images, le mélange avec évidemment ce son, cette composition que vous avez évoquée, et puis bien sûr les acteurs. Et je voudrais savoir, et je pense que beaucoup de personnes autour de moi pensent la même chose, quelle est la part d'écriture qui a été suivie, vraiment respectée, et quelle est la part d'apport et d'improvisation de la part de tous ces acteurs qui sont excellents? Il n'y a pas beaucoup d'improvisation. D'abord pour 2 raisons. D'abord, je crois que Jean-Pierre Bacri, qui est le chef d'orchestre de ce film, n'était pas un grand fan de l'improvisation. Il préférait. Par contre, ce qui répond aussi à la question, c'est qu'on a eu une chance inouïe, et ce soir, c'est encore l'occasion de s'en rendre compte, c'est qu'il nous a accueillis chez lui beaucoup de fois. C'est-à-dire c'était un travailleur acharné, et donc, comme il est acteur, il jouait les rôles les uns après les autres, et donc on avait sa musique, qui est une musique vraiment de comédie. Je veux dire, il faut savoir que quand lui, il regarde McCain partir et qu'il dit « il va de mieux en mieux lui », si moi je le dis, c'est sympathique, il dit « il va de mieux en mieux lui », c'est un rire. C'est parce qu'il a une musique comme ça. Et donc on a énormément travaillé avec lui, chacun des rôles, et peut-être que c'est là où on improvisait chacun, et c'est là où on a noté les idées. Mais sur le tournage, il y a des gens qui aiment bien improviser. Nous, on aime bien, par exemple, ça a été le cas avec des partenaires comme Omar Sy, quand on était avec lui, ou même Jean-Paul, qui était un grand improvisateur. Mais il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Et puis sur le tournage, il n'y a pas vraiment... Il y a tellement de pression, si vous voulez, il y a tellement d'argent en jeu, de conditions, d'humeur à gérer, que c'est rare qu'on ait vraiment l'occasion de s'amuser à en faire beaucoup. Donc ça arrive, mais dans ce film-là, j'ai pas le souvenir. Olivier? Non, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'une fois on cherche toujours la pépite, on cherche toujours l'imprévu, parce qu'on sait très bien que le scénario, c'est qu'une promesse. Et ensuite, quand on est là, comme disait Eric, c'est précieux, les minutes et les heures de tournage sont tellement précieuses qu'on veut essayer le plus de choses possible. Donc quand on est satisfait, des fois, on lâche un peu. On lâche un peu en disant, ah, voilà, là, on va peut-être dire à un acteur, lui dire, j'ai une idée, bah, fais-la, allons-y, on essaye quelque chose. Souvent, c'est à la poubelle, mais au moins, on aura essayé. Et des fois, on a été sauvé par des changements d'humeur comme ça dans une prise. Et au montage, on s'est rendu compte que, heureusement, que nous l'avons fait comme ça nous amène quelque chose de supplémentaire. Mais c'est vrai que sur celui-là, c'était assez comme un métronome qui bat la mesure, c'était assez réglé. Tout au fond. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film que je suis ravi d'avoir pu découvrir là sur grand écran. C'est rare que je me marre autant en un temps quand même pas si long que ça. Et j'avais une question du coup, comme vous avez fait des films dans un registre où il y a parfois des blagues, mais beaucoup plus un peu drame, type hors norme. Quand j'étais au lycée, en option cinéma, un intervenant qui avait dit qu'il considérait que la comédie c'était un peu l'art suprême, au sens où c'était les films les plus difficiles à faire, où dès qu'il y avait que c'était vraiment en termes d'écriture, de rythme, de tout, c'était plus difficile de faire une bonne comédie qu'un bon film plutôt triste ou dramatique. Je voulais savoir ce que vous en pensez d'expérience. C'est-à-dire que nous, en plus, on choisit des comédies sur des sujets un peu durs à chaque fois. Alors là, non, avec Le sens de la fête, un mariage, finalement, c'est plutôt léger comme contexte, bien qu'il y a des gens qui sont énormément stressés le jour de leur mariage. Et on a eu beaucoup de témoignages de gens qui nous ont expliqué à quel point c'était une journée très stressante. Et au passage, c'est peut-être un peu aussi une métaphore de ce qu'est faire un film, parce que le jour du mariage, tout doit être réglé et on espère que tout va bien, la météo. C'est un peu une journée de tournage, au fond. Mais je dirais que je suis d'accord avec l'intervenant qui est venu quand il a dit que la comédie, c'est un art suprême. Après, ça dépend de quelle comédie. Il y a toutes sortes de comédies. Encore une fois, il y a du burlesque. On peut se casser la gueule et se prendre une vitre et se marrer. Et il y a rire de nos travers, de nous, pauvres humains, et de tendre un miroir, comme le faisait Molière ou la Commedia dell'arte, c'est-à-dire envoyer un Molière et envoyer un miroir aux gens pour qu'ils rient d'eux-mêmes
et qui justement ils prennent du recul. C'est peut-être celui qui est effectivement le plus difficile. On ne sait jamais comment les gens vont réagir. Je ne vous cache pas que quand on a fait Intouchable, on n'a jamais eu la vraie conscience de comment les gens allaient réagir, sinon peut-être qu'on ne l'aurait pas fait, faire une comédie sur quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Et pourtant, mais oui, je pense que c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident, mais c'est très jouissif en tout cas. C'est très jouissif. Et la comédie, quand elle se marie avec un sujet de fond important, je trouve qu'elle est une forme d'élégance et de recul partagé avec le spectateur pour dire, vous voyez, on a le même recul sur la situation et donc c'est très rassurant. Parce qu'au fond, le cinéma, comme la littérature, nous prouve qu'on n'est pas seul au monde si on ressent les mêmes choses au même moment. Et c'est cette solitude qui parfois nous pèse et qui, quand on est dans un endroit comme une salle comme ça, nous rassure parce que voilà, on est ensemble et qu'on ressent les mêmes choses que celui qui a exprimé les choses sur l'écran. On croit beaucoup à une phrase qu'on a entendue de Georges Wolinski qui disait que le chemin le plus court entre un homme et un autre, c'est le rire. Et c'est pas faux. C'est vrai que quand vous arrivez à rire avec quelqu'un, il y a une grande partie du chemin qui est en partie effectuée. Dans cet exemple, l'homme et l'homme marchent pour une femme, évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand même... Ah non. Moi, je parlais que... Ah, pardon. Aujourd'hui, il faut faire attention, quand on dit un homme et un homme. Bah, éliminer la moitié de... Je parlais de l'humanité, de l'humain. Oui. J'ai d'autres citations, si vous voulez. Question, je crois qu'il y en avait d'autres là-haut, ouais, et ensuite, ça sera ici. Bonsoir. J'avais une question sur la scène finale où on voit tous les musiciens, etc. Donc, on comprend bien que Albor Ivanov, il joue avec deux couvercles de casserole, donc ça ne fait pas le même bruit que des cymbales. Mais je me posais la question sur le flûtiste et le joueur de percussion. Eux, ce sont des vrais musiciens ou parce qu'en tout cas, le flûtiste a vraiment des mouvements de flûte qui sont très cohérents avec le son de la flûte. Voilà. Alors, il faut savoir que le flûtiste, c'est un des plus grands flûtistes, je crois, au monde. Il s'appelle Rishabh Prasanna. Il habite en Inde, évidemment. Donc, on a eu de la chance qu'Avishai Cohen et lui se sont coordonnés par Zoom interposé. Et il est venu donc sur le tournage jouer. Donc, c'est un vrai flûtiste. Ensuite, pour le tamla, c'est-à-dire ce que fait Roshan, il savait un peu en jouer, mais c'est quand même pas lui. Par contre, il a beaucoup travaillé pour que les moments où on entend le tamla, il soit à peu près raccord. Alban, bon, il suffisait qu'il claque les deux couvercles de marmite et c'est bien passé. Mais oui, cette scène, elle a été longue à préparer, longue à coordonner pour que justement qu'il y ait un mélange entre l'artisanat qui est en train de se passer, ce sont eux qui vont sauver le mariage, et la vraie musique qui arrive, et la vraie musique qui apporte cette densité émotionnelle. Mais on s'est bien amusé avec des fouets, avec tout un tas d'ustensiles de cuisine. Merci. Alors, il y a d'autres questions devant. Peut-être j'en glisse une le temps que le micro aille jusqu'à vous. Je suis intéressé de savoir quels sont vos goûts en termes de musique de film, parce que vous faites appel à des artistes qui sont réputés sur scène et sur album. Mais en tant que compositeur de film, est-ce que vous avez des références, des goûts? Ah oui. Bah, c'est Sard, je pense, qui est le numéro 1 pour nous, avec la musique, par exemple, des choses de la vie ou des films de Claude Sauté. Non, ce qui est très paradoxal, c'est que pour nous, un grand film, c'est une grande musique de film, c'est un grand thème. Je veux dire, Gabriel Yared dans 37.2, ça reste inoubliable. Et il y a vraiment des grands compositeurs, John Williams aux États-Unis, etc. Bill Conti pour Rocky, ça c'est spécial dédicace. Mais de toute façon, c'est vrai, il a raison. Il n'y a pas un seul film qui n'est pas associé à une musique. Si je vous demande à chacun d'entre vous quel est votre film préféré, il y a forcément une musique associée. C'est ça, cette combinaison-là qui est forte. En France, il y avait Vladimir Cosma. C'est vrai que de La Boum, en passant par tous les films de Funès, etc., il a marqué nos esprits. Néanmoins, on a eu une mauvaise expérience avec au tout début de notre carrière, avec pas Bruno Coulet. Pas Bruno. Mais on a une mauvaise expérience avec dans les courts-métrages, etc., avec des gens qui faisaient de la musique de film. Et parfois, je veux dire, c'est un peu comme un espèce de, comment dirais-je, une épuisette. C'est-à-dire que pour des dizaines de films, il reste quelques films qui ont un très beau thème, mais souvent, c'est les mêmes thèmes et les mêmes genres qui reviennent avec des envolées. Et donc, nous, on a toujours eu peur de ça, et du coup, on s'est dit, est-ce que c'est pas plus intéressant pour nous, et encore une fois, on ne milite pas contre les Alexandre Desplat et les grands musiciens qui nous fascinent, mais est-ce que pour nous,
c'est pas plus intéressant de rencontrer des artistes et de confronter et d'aller avec eux en s'associant dans l'artistique pour qu'ils arrivent vers nous. Et ça nous a plutôt réussi. Quand on a fait ça avec Ludovico Einaudi, il faut vous raconter quand même que la première personne au monde qui a vu Intouchable, c'est Ludovico Einaudi à Milan, dans un appartement. Et comme il ne parlait pas français et qu'on avait un anglais assez approximatif, on traduisait les dialogues. Donc on ne savait pas du tout s'il comprenait le film ou pas, parce que notre niveau d'anglais... Il s'est dit, c'est qui ces deux tarés qui viennent à Milan me montrer un film? J'ai jamais fait de musique de film. Ils comprenaient même pas ce qu'on voulait. Et pourtant, je pense que s'il y a un thème, au-delà de tout ce qui est resté, c'est la musique Fly de Ludovico Einaudi, c'est cette musique de piano qu'on reconnaît aux 2 premières notes et qui a imprimé le film. Et donc voilà, c'est dans des rencontres comme ça, assez improbables. Généralement, d'ailleurs même les premières réactions des musiciens sont « non mais ça m'intéresse pas ». Et donc ça nous motive encore plus. On vient et on se déplace et on dit « non mais on va venir vous convaincre ». Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Après c'est vrai que ce qui est difficile pour nous, ce qui a été assez difficile, c'est qu'à un moment donné, on monte un film, on place des musiques. Donc déjà c'est dur de s'en détacher si jamais on a un compositeur. Et ensuite on confronte, on donne les clés, si vous voulez, du camion artistique à quelqu'un d'autre qui va nous proposer des choses. Donc nous, ça a été assez douloureux pour nous. Du coup, on écrit avec des musiques, on travaille avec des musiques, et elles passent le temps. Et au bout de 3 ans, si on prend toujours le même plaisir à écouter de la musique, c'est qu'à mon avis, elle va rester encore longtemps. Mais on a un très bon contre-exemple, tout de suite, que je peux donner avant la prochaine question. C'est qu'on a fait une série qui s'appelle En Thérapie, et que le thème a été composé par un artiste qui s'appelle Yuxek, et que le thème, il est magnifique, et qu'on peut l'écouter 100 fois, et que vraiment, on l'a briefé, on lui a dit, voilà, on veut quelque chose qui a des répercussions pour qu'on comprenne qu'une thérapie, c'est quelque chose qui va en profondeur, vous secouer à l'intérieur. Et on a fait 70 épisodes au montage. Le thème traverse chaque personnage, c'est-à-dire qu'il revient sous d'autres formes pendant les séances, et on ne s'en est jamais lassé. Donc ça veut bien dire qu'on trouvera peut-être un jour... il est classe. On propose un peu de silence. Voilà. Franchement, c'est classe. Avec la montée. Parlez-moi de votre mère. Et maintenant, à chaque fois que je lancerai une musique, il y aura le DJ qui sera à ma gauche. Yuxek pour En Thérapie, donc c'était en effet magnifique. Votre question, monsieur? Oui, bonsoir. Déjà, moi, je voulais vous remercier parce que depuis le temps que j'ai vu ce film, ça date de mon adolescence, notamment pour Nos Jours Heureux. C'est un film en fait qui tourne dans ma famille, un peu comme Les Bronzés en fait à une époque. C'est vraiment le film que je peux voir en boucle en fait sans me lasser parce qu'il y a vraiment un truc en fait qui s'est passé quand moi j'ai vu ce film. Je sais même plus si j'ai vu au cinéma, mais je peux le voir en boucle. Donc déjà, merci pour ça. Merci à vous. Et ensuite, alors une double question, je fais rapidement. La première, c'est sur le montage. Je pense à la scène. C'est DJ ça. Merci. Les jours heureux, c'est parti tout de suite. Tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et alors du coup, la question sur le montage, cette scène au moment du ballon en fait, avec Benjamin Laverne qui est un peu, il y a ce côté un peu absurde. Cascadeur. Voilà, absurde parce qu'en fait, en même temps, c'est une sorte de ballet, donc c'est censé être gracieux, mais vu comment c'est présenté dans la situation, c'est un peu décalé. Il y a ce côté les 2 amoureux qui s'embrassent, qui lâchent le ballon. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Il y a quelque chose de très sérieux à la fois. Est-ce que ça, vous l'avez pensé en l'écrivant ou est-ce que c'est au moment du montage? Alors, désolé. Hein. J'aime bien cette idée qui est quand même un festival musique et cinéma, qui est toujours une musique qui surgit. Alors, le ballon, si je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. On était en train de chercher le décor de ce château pour faire le tournage. C'est que compliqué de prendre un château mai, juin, juillet, août, pendant 4 mois, à l'époque où ils vendent finalement tout leur mariage, trouver un château qui nous accueille pour que nous, on vienne à 200 pendant 4 mois. Ils avaient tous déjà vendu des mariages depuis 3 ans, 4 ans. Donc on galérait comme des malades. Et un jour, on fait 150 km pour aller voir une salle, en ayant vraiment peu de conviction. On s'est dit avec Olivier, oh là là, on va faire 150 km, bon c'est pas grave, on va discuter dans la voiture, on a l'habitude. Et on est arrivé là-bas, la salle ne correspondait pas du tout.
Mais la dame était très gentille et elle voulait absolument qu'on vienne faire le film chez elle. Puis elle nous montre plein de choses. Puis à un moment, elle nous dit, vous savez, ici, on a fait plein de choses. Regardez la vidéo. Puis elle nous montre ce gars qui part en ballon comme ça, etc. Là, ils l'ont pas lâché, lui. Hein. Et ils l'ont pas lâché. On dit, attendez. On n'a pas fait 150 km pour rien. C'était pas dans le scénario. On dit, attendez, comment ça se passe? Expliquez-nous. Ben voilà, la mariée, elle arrive comme ça, machin. Et donc là, on s'est dit... Et d'ailleurs, c'était... D'ailleurs, on a appelé les gens qui ont fait ça, venaient de Marseille. Les gens qui s'occupaient du ballon. Oui. Et donc ça a été, si vous voulez, ça a duré 5 nuits de vous pouvez suite. le faire si vous voulez, vous. Ça a duré 5 nuits à tourner. C'était un enfer parce que quand il y a du vent, vous ne pouvez pas tourner. Il a plu la veille, etc. Et surtout, Benjamin Laverne, qui est donc celui qui joue le marié, il jouait les Fourberies de Scapin à la Comédie Française tous les soirs. Donc c'était la seule solution, c'était qu'il joue. Donc il faisait 3 heures sur scène en faisant le Scapin. À 11h30, il y avait une mototaxi qui l'amenait à 100 km de Paris. Il arrivait, il se changeait, il montait à 25 mètres en hauteur comme ça. Et nous, on lui parlait avec une espèce de... Jusqu'à 6h du matin, il était en haut comme ça. Et ça a duré 4 nuits. Et donc pendant ces 4 nuits, on ne savait même plus ce qu'on faisait tellement on était fatigués. Mais on avait décidé de le tourner de façon artistique. C'est-à-dire que ça ne soit pas une blague, que ça soit premier degré. C'est-à-dire qu'il a fait ça pour sa femme. Et même les plus cons des personnages, il faut toujours à un moment leur trouver une qualité, de les rattraper. Et nous, on se dit, il va être touchant. Il a fait ça pour sa femme. Il fallait trouver une chute. Effectivement, la chute, ça a été compliqué parce qu'il a fallu vraiment faire des effets spéciaux pour qu'ils partent loin, loin, loin comme ça. Il n'a pas été doublé. Hein. Il n'a vraiment pas été doublé. Il a tout fait lui-même. Et je peux vous dire que moi, j'ai essayé. Je suis monté à 5 mètres. C'était déjà... J'avais envie de vomir. C'était l'horreur. Il est monté à une quarantaine de mètres. Il restait de minuit à 5 heures en haut. Et je vais vous dire, de tous les films qu'on a fait, puisqu'on partage ce souvenir avec vous, et que de tous les films qu'on a fait, jamais on a vu des réactions de salle comme ça, mais partout où on a présenté, je me rappelle d'un soir à Barcelone, où on ne voyait plus la tête des gens quand ça partait. Et on a pris une leçon aussi de montage, c'est que, en fait, la situation peut être drôle, mais archi drôle, et pouvait faire rire une salle. Ce qui va la faire exploser au sens propre, c'est le contre-champ. Et en fait, la salle... elle explose de rire quand on voit la tête de Bakri qui regarde comme ça. Et donc, c'est même pas la situation, c'est la réaction de celui qui regarde qui a provoqué le plus gros rire. Donc, on a appris beaucoup. Dans cette scène, on a appris beaucoup. Et on n'a pas regretté d'avoir fait ces 150 km pour aller voir cette dame à qui on n'a jamais loué son château, mais qui ne saura jamais qu'elle nous a donné la meilleure idée du film. C'est le moment où Bakri dit « Oh, le bordel !» C'est ça. Et je crois que le micro peut aller se diriger par là-bas. Il me semble qu'il y avait des questions, si c'est toujours le cas. Voilà. Relevez la main. Voilà. Bonsoir. D'abord, c'est nous qui avons l'entreprise de ballon avec ma femme. Du coup, si... Non, c'est pas vrai. Du coup, ma première question... Monsieur était beaucoup plus vieux que vous, si je puis me permettre. Merci, ouais, ça me fait plaisir. Oui, d'abord, merci, bravo pour le film. Moi, j'ai absolument adoré. C'est la 3e fois qu'on le voit. Et ma question était par rapport à la musique, pour y revenir. Est-ce que vous-même, tous les deux, ou un des deux, êtes musicien ? Est-ce que vous-même vous jouez ? Parce que, donc pour expliquer ma question et pour aller plus loin, la musique d'Avishai, que moi j'apprécie énormément, moi-même je suis musicien et compositeur, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. C'est une musique qui est très technique en vérité, qui déguise de très belles mélodies. C'est-à-dire qu'on peut écouter cette musique sans se dire qu'elle est compliquée, et en fait quand on doit la jouer, il s'avère qu'elle est super compliquée. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très... Alors il y a 2 questions. D'abord, par rapport au film, je trouve que ça colle vachement bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous nous avez fait un film que moi, je trouve absolument super réussi, déguisé en quelque chose de simple. Mais en vérité, je pense que voilà, il y a forcément un travail de technique également, je veux dire, dans l'écriture, dans le montage. Et après, effectivement, dans les montages, si on n'est pas musicien et qu'on ne connaît pas cette musique, qu'on ne sait pas taper des claves de cette musique-là, ça a dû être compliqué pour des monteurs. Et enfin, dernière question, sur la scène qu'on a vue à la fin, on remarque qu'il y a des gens du mariage, voire même quelques acteurs qui tapent la clave en 11. Et juste pour nous raconter ça, j'imagine qu'il y a soit il y a un musicien qui est venu qui leur a appris à taper cette clave parce qu'elle est juste pas facile à taper quand même quand on l'est pas. Donc voilà, une question un peu générale sur vous, votre histoire avec la musique, éventuellement de musiciens. Et puis on tape des claves un peu, nous. Hein ? Voilà. Non, oui, on est un. Si vous nous donnez une guitare, on va faire la blague. Ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas dire qu'on est musicien. Mais on joue un peu de guitare. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est tout à fait juste ce que je disais tout à l'heure, c'est avec la musique d'Avishai Cohen, ces syncopes-là,
sont très 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 compliquées, mais c'est ça qui est génial, c'est quand on a cette impression de facilité, de fluidité, comme ça, qui montre une technique, et des heures et des heures et des heures et des heures de travail, et même du génie. Donc oui, il y a quelqu'un qui est venu, on a fait des répétitions, justement, pour apprendre à tous les comédiens. Je me rappelle que Vincent McCain avait beaucoup de mal à garder ce rythme-là. Gilles Lelouch a réussi à jouer les accords au piano. Donc ça a été du travail. C'est un des musiciens qui travaille avec lui qui est venu rythmer tout le monde. Effectivement, pour les profanes, c'est très rare le 11 temps. C'est-à-dire que c'est un truc qui va très vite. Et pour les monteurs aussi, c'est un enfer parce que si vous coupez dans la musique, vous cassez la musique. Et cette musique, elle travaille à une rapidité extrême. Donc tous les arrangements, tout ce qui a été musique a été un enfer entre techniciens, entre branches du cinéma. C'est-à-dire quand vous les monteurs son, le cinéma, etc., tout est compliqué. Mais en même temps, plus c'est compliqué, plus vous pouvez avoir un résultat surprenant. C'était l'ambition. Mais voilà. Et sinon, moi, je joue très mal de la guitare. Enfin, moi j'ai trouvé ça super réussi. Mais donc vous n'avez pas conscience de cet aspect technique un peu complexe, je veux dire rythmique? Si, parce qu'on l'a vécu, bien mais sûr. en même temps, vous savez, quand on fait le film, on a conscience qu'à tous les étages, il y a des complications. Ouais. Et votre travail, qui est assez compliqué à expliquer aux gens, parce qu'en vérité, on est bon dans rien de particulier. Je ne sais pas tenir la caméra comme un chef opérateur, je ne sais pas cadrer, je ne sais pas faire le flou ou le net, et ça. Par contre, j'ai une vision globale de ce que ça peut donner au final avec Olivier. Et donc, c'est ça notre travail. Donc, nous, on fait vraiment de la jointure. Et c'est vraiment le métier de chef d'orchestre. C'est-à-dire, le chef d'orchestre ne joue d'aucun instrument. Mais en même temps, s'il n'est pas là, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de peps. Donc, cette métaphore de la musique, pour le coup, oui, c'était très compliqué. Mais en même temps, c'était compliqué à plein d'autres échelles. Coordonner tous ces acteurs, faire en sorte de ne pas être prof d'une classe de 4e, parce que tout le monde discute et essaie d'insuffler l'énergie. Mais c'est ça qui fait la magie de ce métier. Ouais, merci, ça cartonne. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors j'ai cité les compositeurs, on peut aussi citer les superviseurs qui sont très importants aussi pour la musique de film, notamment pour négocier les droits des morceaux préexistants. Par exemple, Earth, Wind and Fire, vous aviez écrit le scénario d'Intouchable avec ce morceau-là. J'imagine que dès l'écriture du scénario, il fallait quand même savoir si vous aviez le droit de l'utiliser. Et je pense pour Le Sens de la Fête, évidemment, aux chansons reprises par Gilles Lelouch. Alors déjà pour Earth, Wind and Fire, j'ai une bonne anecdote musicale pour le coup. C'est que quand on a montré les morceaux à Omar, il a dit « je ne connais pas bien ça, c'est pas ma génération ». Effectivement, le funk, moi j'ai à peu près 50 ans, c'était la musique à la mode dans mon adolescence, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, etc. Et avec Olivier, on a décidé de prendre un morceau, September et Boogie Wonderland. Et puis, au moment où on a décidé d'acheter les droits et tout, on a quand même eu un petit doute. On s'est dit, j'espère que c'est pas trop... Et puis, on a décidé d'aller au concert. Ouais. Et au concert, qui était à Paris, au Zénith, on est arrivé, il y avait marqué « Nostalgie présente Earth, Wind and Fire ». Bon, là, vous commencez à avoir un petit doute sur la modernité du truc, mais en même temps, le funk, pour nous, c'est intemporel. Donc, on continue à être heureux et à faire le film. Le film sort. Finalement, la musique fonctionne plutôt bien. Et l'année d'après, Earth, Wind and Fire est revenu à Paris. Et il y avait marqué la musique du film Intouchable. Donc on était contents. Voilà, on était heureux. Mais on ne sait jamais ce qui va fonctionner. Et donc oui, on négocie les droits. Parfois, c'est des ayants droit. Là, par exemple, dans le dernier film, on a mis une musique de Jimi Hendrix. Il faut retrouver tous les ayants droit de Jimi Hendrix. On a même mis une musique des Doors. Donc c'est à chaque fois un casse-tête, et vous avez raison de souligner à quel point ils sont importants. Pour nous, c'est Élise Lugern, qui est une superviseuse géniale et qui nous négocie les droits. Parfois, on a des surprises. Je le dis à tous ceux qui font des films, ne mettez jamais une musique des Beatles. Voilà, c'est impossible. Voilà, ça coûte Ni 600 de 000 €. Michael Jackson. Oui. Bon, ça, c'est moins le cas récemment. On en a eu une fois. On a eu une. Dans Mais nos c'est un jours, hasard. ouais. C'est un hasard parce qu'elle était dans un autre... elle était de la Motown, elle était ailleurs, mais sinon, c'est des prix qui... c'est impossible à avoir. Après, ça et... Led Zeppelin. Led Zeppelin, ouais. Led Zeppelin aussi, c'est impossible. Voilà. Après, je crois savoir qu'on peut refaire en intelligence artificielle des Beatles, je crois. Mais... Alors, il y a une question juste ici. Ouais. Je me permets, excusez-moi, parce qu'en fait, on m'a passé le micro. Ah, pardon, J'ai eu le bâton de parole, du coup, je me Bien sûr, permets bien sûr, pour bien sûr. une petite question. Évidemment, je me joins à toutes ces félicitations, parce que j'ai pris énormément de plaisir Merci. à revoir votre film. Et justement, parce que j'ai pris du plaisir, je voulais vous poser une question plutôt pratique. Est-ce que vous envisagez de retourner à la comédie sans gros sujet? Parce que
dans vos derniers films, il y a une tentation, une texture un peu plus dramatique. Et même s'il y a toujours le désir de faire société dans vos films, dans le sens de la fête, comme dans Nos jours heureux, il y a quand même quelque chose qui nous parle sur le vivre ensemble, mais c'est plus léger, il y a vraiment juste une promesse de comédie. Est-ce que votre prochain film sera de cette trempe-là, ou de quelle nature sera-t-il? Et si vous avez peut-être une idée déjà du thème musical ou une musique qui vous inspire en ce moment pour votre prochaine partition cinématographique. Alors déjà, j'entends et je comprends votre question. Je pense qu'on va en tout cas se diriger vers la comédie pure, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous motive. Et si vous voulez, c'est pas dans ce sens-là que ça se pose la question. Parfois, les sujets s'agrègent, parfois moins. Mais l'essentiel étant que on a ce désir, comme je le disais tout à l'heure, d'entendre les rires se mélanger, et que dans une société, dans une période où malheureusement ça sent pas très bon, et où on a, je pense, besoin nous en tout cas on en a besoin, c'est intrinsèque, c'est notre mode de fonctionnement, on a besoin régulièrement d'entendre les gens rire, donc on fera le mieux possible pour essayer d'entendre les gens rire le plus possible. Voilà. Très bien. Alors le micro. 7 minutes. Ça dépend. Ça dépend. En tout cas, on est à chaque fois très ému et touché quand un de nos films repasse à la télé, d'avoir à chaque fois autant de messages, et ça nous fait toujours un plaisir. Je veux dire, c'est immortel presque. Parce qu'un film, comme vous parliez de Nos jours heureux, on l'a fait il y a 18 ans. Il a l'âge de mon fiston qui est là. Et on a planté une graine, et le film, ensuite, il pousse tout seul. Il pousse. Et puis voilà, c'est des souvenirs de votre enfance. Et ça, c'est fantastique. Comme nous avons des films matriciels qui nous ont constitués, qui nous ont rapprochés. Donc c'est ça toute la force d'un film. Ensuite, le jour de la sortie, il est encore à nous. Puis après, il nous appartient plus, et il vit sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a un grand plaisir de venir ici, de voir un film après tant d'années que le film est sorti. Pour répondre en partie à votre question, les premiers à être obligés de revoir le film plusieurs fois, c'est nous. Et donc, on essaye de faire en sorte que ça soit quand même du plaisir au bout de la 20e fois qu'on revoit le film. Donc peut-être que indirectement, en se préservant de nous-mêmes d'avoir à revoir un film qui aurait des moments un peu chiants, etc., finalement, ça a répercussion sur le public qui arrive à le revoir de temps en temps. Et c'est vrai que ça nous fait hyper plaisir qu'il y ait des gens qui arrivent à revoir plusieurs fois le film. Ça fait plaisir. Votre question, madame. Alors, au niveau du choix des sujets, lequel des deux, les deux ensemble, et comment vous faites pour choisir des sujets aussi percutants à chaque fois, avec beaucoup de drôlerie autour, quoi? Alors, comment on fait? On ne sait pas. On ne sait pas comment on fait. Il y a des sujets, c'est vrai que c'est une chance incroyable. On a fait notre 8e film, là. On est dans l'écriture du 9e. On est toujours animé par les mêmes envies, à la fois aussi de divertir, à la fois de parler de choses qui nous préoccupent et qui nous inquiètent. C'est ça tout le paradoxe, c'est qu'on a envie de divertir, mais avec des sujets qui nous perturbent, qui nous questionnent, on va dire. Donc, et on a souvent les mêmes envies. Donc ensuite, c'est aussi notre parcours de vie, parce qu'on s'est rencontrés adolescents, et on a traversé beaucoup de choses ensemble, les colonies de vacances, on a été beaucoup dans le milieu associatif. Donc on a vécu beaucoup de choses qui nous ont nourris tous les deux en même temps, notamment pour Hors Normes. Dans ce milieu-là des éducateurs, on le connaît très bien, parce qu'on a été impliqués très vite, on avait 20 ans, dans ce milieu-là, donc on a vécu à peu près les mêmes choses, ce qui permet d'avoir envie d'embarquer les gens avec nous dans ces univers-là. Donc oui, les associations, l'engagement, le militantisme, tout ça sont des milieux qu'on connaît bien. Donc voilà, à chaque fois, c'est un miracle, mais il y a à chaque fois une envie de parler des mêmes choses, avec les mêmes acteurs. Vos films sont très musicaux, hein. Il y a La danse d'Omar Sy, Le chant de Gilles Lelouch. Est-ce qu'une vraie comédie musicale, dans le sens premier, vous intéresserait? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Pas au sens de comédie musicale, mais un film où la musique serait encore plus présente, oui. Voilà. Et où elle serait un guide. C'est un peu ce qu'on espère faire là. C'est-à-dire, c'est pas Mamma Mia, mais presque les gens, j'espère, pourraient se lever pour danser à certains moments. En réalité, c'est
un des moments les plus jouissifs. Les moments de musique dans les films, les moments où les musiques matchent bien avec les images, les moments où on ressent quelque chose, quoi. Et c'est aussi propre à la salle, parce que le son est vraiment bon et que normalement on a bien réglé le mixage. Et voilà, les musiques qui arrivent au bon endroit et au bon moment. Pas comédie musicale pure, parce que ça c'est... Quoique, La La Land étant un contre-exemple d'une comédie musicale récente qui nous a plu. Mais sinon, le reste, c'est pas notre... Sinon, il y a un film qui pourrait se rapprocher d'une envie qui, pour nous, a lié au mieux la musique et les images. C'est Whiplash, par exemple. Alors, Whiplash, c'est pas une comédie musicale, et pourtant, la musique, elle a une place prépondérante dans le film. Elle a une place prépondérante dans le film, et c'est... Je vous invite à découvrir, si vous n'avez pas vu ce film. Même réalisateur que La La Land. Voilà, c'est ça. Damien Chazelle. Et c'est un coup de poing, ce film, qui a justement... C'est un des films qui a le mieux matérialisé le rythme et la musique. Il a justement, on en parlait avec monsieur tout à l'heure, mais le montage et les musiques utilisées sont coordonnées, synchronisées, et ça n'a jamais été vu comme ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, les films de Damien Chazelle sont à chaque fois si étonnants, parce que tellement coordonnés sur la musique, et lui, c'est un batteur, au passage. Et puis on sent qu'ils sont nés dans une génération avec un ordinateur, avec un logiciel de montage, et qui se sont beaucoup imprégnés. On a le temps peut-être pour une dernière question, elle est là. Oui, alors justement, tout à l'heure, vous avez parlé d'orchestre, avec forcément des musiciens, un chef d'orchestre. Sans le chef d'orchestre, ça ne fonctionne pas. Bon, là, vous êtes deux. Donc, on aimerait que vous nous expliquiez... Qui est le chef? Non, comment ça se passe? Qui tient la baguette? Comment vous répartissez les tâches? Qui fait quoi? Mais je voudrais aussi en savoir plus sur vos influences. Quels sont les grands qui vous ont inspiré? Comment ça s'est passé? Vous êtes rencontrés jeunes, vous nous avez indiqué, et ça marche toujours. Donc, quels sont les secrets? Dites-nous tout. Il y a plein de questions, là. Oui, on s'est rencontrés jeunes en colonie de vacances, tous les deux. Donc, c'est assez formateur, puisqu'on était nous-mêmes très jeunes et on s'occupait d'autres jeunes. On a eu des responsabilités très jeunes, donc on pense que c'est une bonne école, hein, les colonies de vacances. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les envoyer. Et puis, c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur le terrain aussi du cinéma, avec des références communes. Ça va de la comédie italienne d'Ino Risi et Ettore Scola, des films de Claude Lelouch, Woody Allen. Tout ça nous a inspiré, nous inspire et nous inspirera encore longtemps. Ces films-là qu'on voit et qu'on revoit je rajouterais Claude fréquemment. Claude Sauté. Enfin, il y a beaucoup de réalisateurs qui nous ont comme ça influencés, de comédie ou pas de comédie, mais c'est vrai qu'on a des films comme ça, phares, comme Nous nous sommes tant aimés, d'Ettore Scola, Annie Hall de Woody Allen, César et Rosalie, Le Pigeon, Le Péril jeune de Cédric Clapiche aussi. Films qui nous ont vraiment marqué. Film extrêmement musical. Avec Janis Joplin. Alors qui est le chef? Il n'y a pas de chef. Voilà. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie. C'est la main invisible du marché, comme en économie. Il n'y a pas d'explication. En fait, on a souvent posé la question, mais il n'y a pas d'explication. Et en réalité, c'est tant mieux. Parce que s'il y en avait une et que ça s'est mis en place, et je crois que c'est ça un duo. C'est comme alors, pour le coup, s'il y a bien un endroit où on peut le dire, c'est comme en musique. Il y a des duos, hein, il y en a un qui est au clavier et l'autre qui est à la guitare. Chacun a sa place et chacun est important. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Et donc, on n'a pas ni de hiérarchie, ni de prise de décision. C'est-à-dire qu'on cherche la note. Et un jour, on voulait créer une société et on a vu que nos initiales, Nakache, Olivier, Toledano, Eric, ça faisait une note. Alors on s'est dit, tiens, peut-être que c'est ça le secret. Très beau, très beau. Bravo. Allez, une dernière question encore. Je crois que monsieur là-bas derrière, vous vouliez en poser une. Bonsoir. En tout cas, merci pour vos films. Vous avez parlé de Whiplash juste avant. Effectivement, le son de batterie à la fin est juste magnifique. J'avais deux questions. Vous avez parlé effectivement de vos références, et il y a un thème qui est un peu plus noir dans votre film, qui me fait penser un petit peu des films des policiers des années 80, et notamment Alain Corneau, Le choix des armes, un petit peu effectivement qui apparaît un moment et qui disparaît après. Est-ce que c'est une référence ou pas? Le choix des armes, oui, ça sera toujours une référence. Et c'est une musique qui colle aussi à celle de Ciao Pantin. C'est cette même ligne de basse comme ça. Charlie Couture. On est d'accord. Effectivement, c'est ces lignes de basse sourdes, lourdes, comme ça, qu'on a utilisées à un certain moment. Il y a une parenté, c'est sûr. Elle ne dure pas longtemps, mais en tout cas, elle est très agréable. Et elle passe très très bien à ce moment-là. Voilà.
juste ça en fait. C'est très bien. Par rapport à cette référence. Merci beaucoup. Merci. Bah écoutez, nous, on était ravis. Hein. Bah pareil, je crois que vous aussi. Je crois que c'était super. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Merci de revenir et de faire une salle pleine pour un film sorti en 2017. Ça fera de nous toujours des gens étonnés de la destinée de chaque film. Merci beaucoup. Merci Olivier Nakache, Eric Toledano. Merci à vous et bonne fin de festival.